La technologie peut-elle faire notre bonheur? Voici donc le sujet de ce podcast, les amis. J'ai déjà fait une vidéo l'autre jour en parlant des technologies du futur. Est-ce que c'était bon ou est-ce que c'était mauvais? Et là, on va se pencher un peu plus sur le sujet de la technologie et ses inconvénients et ses avantages. Pour cela, je vais me reposer sur un article qui a été rédigé il y a quelques temps par un site internet et que j'ai trouvé intéressant sur l'analyse que je pouvais en faire. Donc on y va pour cet article. Chaque printemps, depuis 2016, le public vient en foule au Parc des Expos à Paris. Entrepreneurs, étudiants, ingénieurs ou simples curieux ne veulent rien manquer des innovations présentes. Je n'ai jamais participé à un salon de l'innovation, mais ça m'intéresserait énormément de le faire. Donc si une marque voulait bien collaborer avec moi pour me payer un petit voyage au CES ou autre, moi ça m'intéresserait. Bref, cette grande messe a un credo, le progrès de la technologie peut servir le bien commun. Oui. Mais le tech for good, donc la technologie pour le bien, ne cesse donc de grossir. Tech for good, mais sait-on ce qu'est le bien ? Quelques voix pourtant viennent rompre cette unanimité technologiste, comme celle de l'ingénieur Philippe Bouygues qui dénonce dans ses livres l'utopie du technosolutionnisme. Pour lui, la transition écologique passera par les usages et les décisions politiques, mais non uniquement par les technologies. Donc il estime que l'écologie ne viendra pas par la technologie, mais aussi par des décisions, etc. Dans un livre au titre décoiffant, Dieu, l'entreprise Google et moi, ce diplômé de Dauphiné invite à discerner, à chercher ce qui est vraiment bon pour nous, pour les autres, pour le monde. La technologie est-elle au service de l'humain dans toutes ses dimensions ? En un sens, ces technologies numériques ont opéré une révolution. En s'adressant à la multitude, elles placent l'utilisateur au cœur de leur business model. En scrutant les attentes de leurs avatars, elles inventent des services rapides, simples et peu coûteux. Écoute et service de l'autre, c'est pas si mal. Ouais. Là, on a toute l'histoire de Meta avec Facebook qui veut créer un monde virtuel et tout. Pour l'instant, c'est un gros flop. Meta de YouTube, j'en avais fait une vidéo, de Facebook, mais c'est vraiment un gros flop pour l'instant. Il y a Carrefour qui a fait des entretiens d'embauche dans l'univers Meta. Enfin, une vraie catastrophe. Des youtubeurs en ont parlé d'ailleurs. Je vous laisserai aller voir les vidéos. Mais qui est cet humain que l'on veut tant combler ? Une espèce animale parmi d'autres, une fabuleuse machine orchestrée par un super cerveau, un corps qu'il convient d'augmenter ou de transformer. Pour Thomas Geoffrey, qui puise ses références dans Saint Irénée et Pascal, l'homme ne se limite pas à ses visions mécanicistes. Il est à la fois corps, esprit et âme, d'où sa dignité et sa vocation particulière à aimer en unifiant les diverses dimensions. Dès 1940, le psychologue Abraham Maslow identifiait d'ailleurs une pyramide de besoins humains. À la base, nous avons besoins physiologiques, la nourriture, l'alimentation, la boisson et tout, puis des besoins de sécurité, et sur les marches supérieures, des besoins d'affection et d'amour, d'estime et d'accomplissement. Oublier ou contrarier cela dans nos innovations, c'est passer à côté du véritable bien commun. La technologie laisse-t-elle sa place aux relations humaines ? Ça c'est la grande question. Illustration avec les relations humaines, si essentielles en entreprise, en société, en famille, dans toute sa vie personnelle. Face à une innovation technologique, voilà un bon critère de discernement. Le service stimule-t-il les relations entre les personnes ou les supprime-t-il ? On voit notamment souvent passer des images de gens dans le métro en train de pianoter sur leur téléphone, les gens ne se parlent plus et tout. Bon, après tu regardes des photos dans le train ou dans le métro il y a 50 ans, les gens étaient tous sur leur journal et tout ça, ils se parlaient pas non plus. Donc je ne suis pas sûr que la technologie a rompu la discussion entre les gens. Je pense que ça peut avoir des côtés néfastes. Par exemple, quand on regarde un resto avec des amis, ils sont tous sur leur téléphone, personne ne se parle, c'est toujours un peu dérangeant. Et d'autres situations où au contraire, tu mets le téléphone dans un panier, tu le mets de côté, ça permet d'échanger et tout. Donc il y a des côtés pervers avec la technologie vis-à-vis des interactions entre les gens et aussi des côtés positifs. Voilà, maintenant on est tous connectés, on peut parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et tout ça. Donc ça favorise justement la sociabilisation et ça favorise les interactions. Mais les interactions virtuelles, pas les interactions réelles. La technologie favorise-t-elle la collaboration et le partage des talents ? Avec l'application WAP n'est qu'un des nombreux outils numériques facilitant la collaboration et le partage. En entreprise, ils peuvent être très précieux pour aider à communiquer et travailler en équipe. Car une entreprise, rappelle Thomas Geoffrey, c'est d'abord une communauté humaine. Le mot compagnie vient du latin cumpanis, évoquant ceux qui partagent le pain. Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai commencé à bosser en informatique en 2008, il commençait seulement à y avoir... il existait déjà des ERP, donc c'est des logiciels de gestion intégrés. En fait, un
un ERP, si vous voulez, c'est un logiciel qui regroupe ressources humaines, comptabilité, facturation, devis. Mais on commençait à y greffer dans ces logiciels, donc à l'époque c'était SAP que j'installais, après il y a eu OpenERP et tout ça, on commençait à y greffer dans ces logiciels en fait des outils qui permettaient à l'équipe de communiquer, de faire du team building, des réunions, des échanges entre les équipes, entre les salariés, etc. Il y a vraiment une révolution au niveau de la technologie dans les entreprises qu'on fait que les gens n'arrivent plus à communiquer entre eux, arrivent davantage à solutionner des problèmes. Il n'y a plus besoin de prendre son téléphone, d'appeler Jean-Charles à la compta en disant oui, machin. Non, tu vas sur ton ERP, t'envoies un petit message. En plus, généralement, tout ce qui est messagerie instantanée, etc., ça peut paraître beaucoup moins agressif et beaucoup moins oppressant pour la personne qui le reçoit. Moi, je sais que j'aime pas trop le téléphone. Je suis pas super fan du téléphone parce que j'ai eu une mauvaise expérience du téléphone où à chaque fois qu'on m'appelait, c'était pour me dire oui, il y a ça qui marche pas, ça qui marche pas. Après, c'est normal hein, qu'on m'appelle parce que ça marche pas. Mais j'ai toujours été beaucoup plus utilisateur du mail, de la messagerie instantanée, de WhatsApp, etc. parce que ça permet, pour moi, j'estime que ça permet en fait au receveur du message, donc au destinataire, de pouvoir avoir un temps de réflexion avant d'avoir une réponse. Et ça, c'est super important pour moi. Donc les outils de la technologie du numérique sont super intéressants, super utiles. Et je trouve que pour les entreprises et le partage entre salariés et tout, je trouve que c'est une bonne chose d'ajouter ces outils. Je trouve que c'est bien. Voilà. Ensuite, nous avons la technologie va-t-elle valoriser le travail humain ? Après, avec les progrès de l'intelligence artificielle, on nous annonce la suppression de nombreux emplois, la fin de certains métiers. Déjà dans de grands entrepôts du e-commerce, des robots remplacent les préparateurs de commandes. Dans les hypermarchés, les caissières disparaissent. Alors, moi il y en a qui ont des avis un peu tranchés là-dessus en disant que c'est scandaleux, voilà les caisses automatiques, les machins, etc. Je suis d'accord, c'est toujours triste de voir la fin d'une époque, la fin d'une habitude. Voilà. Mais après, en réagissant de manière empirique, on se rend compte qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Il y a eu des métiers qui se sont créés par nécessité, par besoin, et progressivement, avec l'évolution de la technologie, de l'industrialisation, de l'automatisation, surtout l'automatisation, donc rendre une machine autonome où il n'y a plus besoin de quelqu'un qui fait le travail à sa place, peut-être juste besoin en fait de quelqu'un qui s'occupe de la machine, donc un ingénieur en automatisme ou quelque chose, on remplace des emplois existants. Mais c'est la vie, en fait, c'est comme ça. Et quand je vois des gens, ils se scandalisent, ouais, les caissières sont menées à disparaître, machin, etc. Oui, c'est vrai que c'est terrible, parce que des gens vont perdre leur emploi, ou alors ils vont devoir faire une reconversion professionnelle, mais il faut pas oublier que c'est la vie, en fait, c'est comme ça, c'est notre monde, il évolue constamment, et au bout d'un moment, il faut être cohérent et se dire que, on automatise des choses qui rend la vie des gens plus pratique, mais c'est au détriment de certains postes qui avant étaient nécessaires et qui ne le sont plus maintenant. C'est assez... peut-être que je parais peut-être un peu froid en disant ça. Les gens vont me dire, oui, tu penses pas à ceux qui perdent leur emploi et tout. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que si c'est géré de manière intelligente, on arrivera à faire en sorte que ces gens puissent se reconvertir dans d'autres choses ou les diriger vers d'autres postes qui seront où leur nécessité sera plus importante. Voilà. C'est juste que ça a toujours été comme ça, vous savez. Les machines ont toujours été un moyen de meilleure productivité et aussi un moyen de remplacer l'humain qui, lui, est plus faillible peut-être qu'une machine, qui est moins productif qu'une machine. C'est comme ça. Malheureusement, c'est le monde, c'est la vie et ça a toujours été comme ça. Après, voilà, c'est une idée un peu libéraliste, un peu capitaliste de dire ça parce que au final, pourquoi augmenter la productivité ? Pour augmenter le gain et la rentabilité et tout ça, certes, mais notre monde de toute façon fonctionne comme ça et au bout d'un moment, de toute façon, on peut rien y faire et on sait bien que nos élites ne feront rien contre ça. Cependant, et ça je l'ai dit dans la vidéo précédente, on voit quand même une effervescence des métiers de l'artisanat, du fait maison et tout ça qui revient fortement. Donc ça c'est quand même très bien aussi parce qu'il faut pas oublier qui on est, il faut pas oublier de quoi on est capable. Voilà. Je trouve qu'un vêtement qui a été conçu par quelqu'un aura toujours plus de valeur qu'un vêtement qui a été conçu par une machine. Voilà. Cette vision optimiste laisse pourtant des questions dans l'ombre. Quels emplois pourront occuper demain les moins qualifiés ? C'est ça, c'est la reconversion professionnelle. Car comme rappelle sans cesse l'économiste Pierre-Yves Gomez, le travail humain est à la fois la source de la richesse, mais aussi le lieu où nous pouvons exprimer nos talents et avec d'autres et contribuer à la construction du monde. Si tant de jeunes diplômés boutent des carrières dans de grands groupes pour créer leur start-up ou se lancer dans la pâtisserie ou la plomberie, n'est-ce pas pour retrouver le sens profond du travail ?
Quand l'innovation prend cela en compte, par exemple dans les Fab Labs, où le numérique s'allie au métier manuel, elle contribue au bien commun. Quand elle ignore, elle prive les entreprises de leur vraie richesse et alimente le malaise des travailleurs mis au rebut. La technologie prend-elle en compte la pauvreté et fragilité ? Il existe aujourd'hui un désir profond en nous, dirigeants, employés, étudiants ou clients, de tourner notre regard vers le pauvre, assure Thomas Jeffrey dans son livre. Et ce désir, poursuit-il, semble pouvoir se concrétiser plus facilement s'il en était besoin grâce aux technologies. À l'appui, il évoque les incubateurs africains du numérique, les plateformes de formation en ligne, comme Open Classroom, qui permettent à des internautes d'accéder à une formation professionnelle à petit prix, ou le réseau social Entourage destiné à aider les personnes dans la rue. Eh ben, je suis bien d'accord avec vous, je trouve que c'est le plus beau cadeau d'Internet, le plus beau de ce qu'Internet peut nous offrir, et j'en parlais avec Libby l'autre jour parce qu'elle me posait une question. Je lui ai répondu, mais je suis allé vérifier sur Google si j'avais raison ou pas. Et je lui ai dit oui, bah en fait c'est bien ce que je pensais. Elle m'a dit mais t'es tout le temps en train de vérifier sur Google. Je dis mais on a à notre disposition un outil merveilleux qui nous permet d'accéder à l'information, qui nous permet d'apprendre des choses gratuitement. Enfin non, tu payes ton abonnement Internet, mais bon, gratuitement, entre parenthèses, facilement, rapidement. Et nous, on n'avait pas ça à l'époque. On avait juste les débuts d'Internet. On allait sur Caramel, des trucs comme ça. Mais maintenant, je trouve que accéder à la connaissance n'a jamais été aussi facile que maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent en tant qu'autodidactes, qui se lancent dans des nouvelles formations parce qu'ils peuvent le faire. Et si on peut le faire, pourquoi on ne le fait pas ? Ensuite, la technologie induit-elle un culte de l'intelligence ? Ces innovations technologiques peuvent donc être sociales, mais en même temps, les géants du numérique ont ruiné des PME, recruté des armées de travailleurs pauvres et maximisé leurs profits en échappant au fisc. Totalement vrai. Ne pas l'oublier, ça. Plus profondément, les fortunes générées par la tech ont fait naître un véritable culte de l'intelligence. Dans son livre La guerre des intelligences, le créateur du site Doctissimo, Laurent Alexandre, décrit très sérieusement un avenir où seuls les super cerveaux pourront rivaliser avec l'intelligence artificielle. Il faudra donc, selon lui, doper nos cerveaux grâce à des implants numériques ou bien ne faire naître que ceux dont les gènes prédiront un fort QI. Pas de place pour le handicap ou la fragilité. Alors ça, c'est absolument terrible et je ne suis pas d'accord du tout. Mais malheureusement, c'est vrai. Il y a plus en plus de disparités, je trouve, entre les personnes, entre les classes sociales et entre les personnes dites très intelligentes et les personnes dites moins intelligentes. Malheureusement, ça va être de plus en plus comme ça. Ça veut dire que les élites, on les met sur un piédestal, on les fait valoir, on les glorifie, tandis que les gens qui ont plus de mal, qui sont peut-être amenés à plus faire du travail manuel ou qui ont du talent dans d'autres choses. Encore une fois, moi, je dis toujours, l'intelligence, l'école, la formation, jusqu'à un certain stade, ne récompense pas l'intelligence. Voilà, avoir son brevet avec une très bonne mention, avoir son bac avec une très bonne mention, récompense beaucoup l'apprentissage, récompense beaucoup la mémoire. Voilà. C'est quand tu arrives au lycée où là ça commence à se corser un peu, où on te demande plus d'apprendre bêtement tes leçons, mais on te demande de réfléchir. Et après au lycée et tout le reste, de toute façon, c'est fini. À la fac et tout, c'est fini. De toute façon, après c'est que de la réflexion. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens que je connais qui sont allés au bac, qui ont eu le bac avec une mention, qui ont tous très bien travaillé et se sont littéralement plantés dans les grandes études parce que c'est un fonctionnement qui n'est plus le même. Oui, il faut apprendre des choses par cœur, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la réflexion, il y a de la logique, il y a de la compréhension, du travail en équipe, etc. Des choses que le lycée nous forme pas forcément bien. Donc l'intelligence, pour moi, c'est une flexibilité de l'esprit. J'ai lu un truc l'autre jour, c'était marqué qu'il y a la différence entre quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de malin. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui va trouver une solution à un problème, et quelqu'un de malin, c'est celui qui va éviter le problème. Donc voilà, l'intelligence pour moi c'est un grand mot pour pas dire grand chose, et je suis pas sûr que ça se calcule à un QI ou quoi que ce soit. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont un QI très élevé, qui sont très cons, mais très bons dans ce qu'ils font, et tu vas les mettre dans autre chose, ils vont être des tanches totales, tandis qu'il y a des gens qui ont un QI peut-être dans la moyenne, qui vont pas te faire des calculs scientifiques de malade mental ou faire des études scientifiques de ouf, mais ils vont te créer des choses utiles pour la communauté que un super ingénieur n'aurait pas réfléchi ou n'aurait pas pensé à faire. Voilà. Bref, on va s'arrêter là au niveau de la technologie. Pour moi, la technologie a ses avantages et ses inconvénients, comme beaucoup de choses sur cette terre, de toute façon. Il faut savoir la mesurer, il faut savoir rester équilibré, comme tout. Ça fait un peu, en ce moment, en plus, je regarde un peu les trucs Star Wars et Obi-Wan, mais pour moi, le monde a besoin d'un équilibre. Voilà, c'est tout. Et l'équilibre, c'est celui-là aussi. Bref, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut.